Bonjour, je suis Paul Lemans, ingénieur en biochimie, biologie et microbiologie. Et dans le cadre de la Fondation Les Crus Nouvelle-Aquitaine, je vais vous présenter une vidéo sur les fromages au lait cru, les goûts et les bénéfices santé. Alors, cette vidéo sera suivie de 3 autres. Là, celle-ci, je vais parler de la diversité microbienne des fromages au lait cru et ses effets sur la santé. La vidéo numéro 2, je vous montrerai comment, pendant la fermentation et l'affinage des fromages, il y a une production de nouvelles molécules qu'on appelle molécules bioactives, qui ont des effets, bien sûr, sur la santé. La troisième vidéo concernera donc le goût et les textures en lien avec la biodiversité microbienne. Et enfin, la dernière sur la nutrition, les nutriments que l'on trouve dans les fromages et les bénéfices santé. Alors, pour commencer, je fais un rappel sur les grandes étapes de la fabrication des fromages. Alors souvent on dit le fromage, mais on devrait parler des fromages. Il y a une variété infinie de fromages, et là, dans ce schéma, j'ai vraiment généralisé. Alors, on va commencer par ajout de levain ou pas, hein, là je me parle des fromages au lait cru, hein, donc je ne parle pas de pasteurisation, je parle de fromage au lait cru, donc on prend le lait, on ajoute des levains ou pas. Puis intervient le caillage par l'ajout de présure, suivi d'une fermentation lactique. Donc, le fromage est un aliment fermenté. Et ça, c'est oublié par tout le monde. Vous ouvrez des journaux sur Google, des journaux de santé, quels qu'ils soient, de nutrition, on oublie de dire que les fromages sont des aliments lacto-fermentés. Suivi donc du moulage, donc une fois que le caillé a été obtenu, que les grains de caillé étaient obtenus, il y a un moulage, suivi d'un retournement, bien sûr, un salage, suivi d'égouttage, hein, avec retournement ou pas, ça dépend des fromages, puis un séchage pour finir l'égouttage. Alors souvent, il y a des soins de croûte ou pas, hein, et puis là, on rentre dans l'étape d'affinage. Alors l'affinage, bien sûr, qui va consister à transformer la matière. Dans les fromages, vous avez deux grands groupes de nutriments que sont les caséines, les protéines, et les matières grasses. Pour les protéines, on parlera d'une transformation enzymatique nommée protéolyse et une transformation des matières grasses nommée lipolyse. Donc voilà, les fromages, le fromage, c'est une fermentation suivie d'un affinage. Alors, il faut le redire, j'y tiens beaucoup, le fromage, ce n'est plus du lait. C'est un aliment solide, fermenté et affiné, avec le temps. Alors, ça dépend des catégories de fromage, hein. On peut affiner au bout de 15 jours, comme on peut affiner au bout de 2 ans, hein, pour des fromages à pâte dure. L'autre point important, qui est souvent oublié, le fromage, c'est un aliment microbien. Ce sont des milliards de bactéries, levures et moisissures que l'on trouve dans les fromages. Et bien sûr, c'est un rappel, on va trouver des nutriments de haute valeur biologique. Quand on regarde la classification des protéines du fromage par rapport à celle de l'œuf, eh bien, les protéines du fromage sont classées dans les protéines de haute valeur biologique. Et là, vous avez tous les acides aminés indispensables, hein, pour fabriquer ce que vous voulez, du collagène ou d'autres protéines, peu importe. On verra ça dans une autre vidéo. Bien sûr, il y a des matières grasses, et Dieu sait si les fromages ont été diabolisés, mais c'est fini, hein, ils ont été réhabilités. On va trouver aussi des minéraux
des oligoéléments, des vitamines et des molécules bioactives. Alors, qu'est-ce qui fait la différence entre un fromage au lait cru et un fromage au lait pasteurisé? Eh bien, le lait pasteurisé, il est chauffé pour détruire toutes les bactéries et on va réensemencer, on va réimplanter une flore de notre choix, une flore bactérienne qui sera choisie en fonction des critères que l'on recherche, critères de goût ou de texture. Alors qu'un fromage au lait cru, eh bien, on ne détruit pas la flore, donc on va récupérer toute la flore du lait cru et donc tout l'environnement, mais on le verra tout à l'heure en détail, tout l'environnement de la ferme ou de la laiterie. Et on peut aussi, bien sûr, rajouter un levain, soit des lactosérums en lactique ou même en pâte pressée, voilà, ou même un levain en plus. On peut le faire. Tout cela va faire qu'on va développer toute une kyrielle, toute une diversité de bactéries qui vont se développer dans le lait, puis dans le fromage. On peut dire aussi qu'il n'y a pas un autre aliment avec autant de diversité microbienne. Cherchez 2 minutes, j'ai fait l'expérience avec mes étudiants il y a 3 semaines, ils se sont tous cassés le nez. Yaourt, il y a 2 bactéries, pas plus. Bon, bien sûr, on peut en rajouter, on peut mettre même des probiotiques, voilà, ça se fait maintenant. Après, le kéfir, bon, 3 bactéries. Voilà, le kumcha, bon, 3 bactéries, voilà, et encore, je suis généreux. Voilà, donc le fromage, c'est des dizaines de bactéries, levures et moisissures, qu'on appelle aussi champignons filamenteux. Mais en fromagerie, on dit moisissures. Vous voyez que on aime les moisissures dans les fromages. Une portion de fromage au lait cru, c'est 100 milliards de bactéries que vous ingérez vivantes, accompagnées d'environ 600 molécules olfactives. Alors, les bactéries, on va les trouver bien sûr, les bactéries lactiques, beaucoup, au début du process en tout cas, puis des bactéries non lactiques qui vont être actives à l'affinage. Et ces bactéries, on les retrouvera dans la pâte et sur la croûte. Alors c'est là où aussi, en termes de microbiologie, on peut faire des distinctions entre des bactéries homofermentaires et des bactéries hétérofermentaires. Homofermentaires, que de l'acide lactique, et hétérofermentaires, de l'acide lactique et du CO2. Oui, le principal acide produit par les bactéries, c'est l'acide lactique à partir du lactose. Ce qui fait que dans les fromages, on ne retrouve plus de lactose. Donc tous les gens qui sont incapables de digérer de lactose par manque de lactase intestinale, qu'ils se rassurent, il n'y a plus de lactose dans le fromage. Et bien sûr, sur la croûte, on va trouver des levures et des moisissures. Voilà, je le rappelle, il n'y a pas un seul aliment avec autant de diversité microbienne. Ça n'existe pas. Alors, on parle aussi de microbiote fromager. Je lis beaucoup la littérature scientifique, des productions d'études par des équipes de recherche dans des revues, des grandes revues scientifiques avec comité de lecture. Donc, on parle de microbiote. De la même façon qu'on parle d'un microbiote intestinal chez l'homme. Il y a testa grêle et surtout le côlon. Tout à l'heure, on verra sur un schéma ça plus en détail. Donc, le microbiote fromager, ce sont des bactéries, des dizaines, des levures, des moisissures et des champignons filamenteux qui viennent de l'environnement, du champ, de l'animal, de la ferme et de la fromagerie fermière ou artisanale. Alors, pour illustrer cette diversité microbienne des fromages au lait cru, j'ai pris des objets. Alors, j'ai pris des noix, j'ai pris des branches d'arbres de ma taille, de chez moi, des arbres fruitiers, j'en ai fait des bacilles. Vous voyez, donc les noix, c'est des coques. Après, des citrons, c'est des coques.
Après, on va trouver des billes de polystyrène, c'est des coques. Voilà, voilà, du citron, voilà, et des pommes, c'est des coques. Voilà, et bien sûr, là-dedans, il y a des bactéries, mais aussi des levures. Hein. Alors, je vous ai mis 7 espèces de bactéries, 7 espèces de coques, pardon, de bacilles. Oui, les petits bâtons, on les appelle des bacilles. Voilà. Et les bactéries en forme de coque, voilà, on parle de coque. Donc, 7 bacilles, 6 coques et des levures. Je vous ai mis 5 espèces de levures. Voilà. Et des moisissures, je vous ai mis 4 espèces de moisissures. Et tout ça, j'ai fabriqué de façon à ce que ce soit pédagogique. Voilà. Donc, vous voyez qu'il n'y a plus de place. Hein. Toute la place est occupée. Donc, ça, c'est un fromage en cours d'affinage. Voilà. Et il y a du monde hein, dans ce fromage. Maintenant, considérons le même outil pédagogique pour les fromages au lait pasteurisé. Voilà. Et bien là, il y a 2 espèces de bacilles, une espèce de coque, une espèce de levure et une espèce de moisissure. Voilà, donc on le voit, hein, c'est beaucoup moins peuplé. Il y a donc moins de diversité. Ce qui n'empêchera pas que le fromage soit excellent quand même au niveau du goût. Là, pour vous faire toucher du doigt la diversité microbienne, je n'aurais pas dû le faire, mais j'ai quand même mis une liste de bactéries concernant la fabrication et l'affinage. Alors, des bactéries thermophiles, alors, Streptococcus, c'est le genre, Thermophilus, c'est l'espèce, Lactobacillus helveticus, c'est le genre, c'est l'espèce, et bactéries mésophiles, alors là, vous voyez, pareil, hein, le nom du genre et de l'espèce, hein, vous avez Lactobacillus paracasei, alors un grand Lactobacillus plantarum qu'on retrouve un peu partout dans l'environnement, dans plusieurs aliments aussi d'ailleurs, autres que le fromage. Et un que j'aime bien aussi, Lactobacillus rhamnosus, hein, qui est aussi d'ailleurs un probiotique. On le trouve dans les cachets. Voilà, donc vous voyez, à chaque fois, genre et espèce. Et puis là, je vous ai mis des bactéries, des bacilles hétérofermentaires, hein, avec production de CO2, d'ammoniac, d'éthanol, d'acide acétique et lactique. Voilà. Donc ça, c'était juste pour vous montrer quand même que moi, je m'y retrouve parce que je baigne dedans, mais quand on n'est pas du métier, ça devient difficile. Tous ces noms de bactéries, hein, moi, j'ai eu le temps de les étudier et de lire des travaux de recherche sur ces bactéries. Hein. Et là, voilà, on voit que dans une étude sur les fromages abondance, Tom de Savoie au Roblechon, dans le lait de la ferme, il y avait entre 80 et 120 espèces bactériennes différentes et entre 40 et 60 levures et moisissures différentes. Voilà. Et pareil, dans une étude de l'INRA d'Aurillac, en 2014, il y avait 398 espèces de bactéries levures moisissures isolées dans les laits crus, hein, dans différents laits crus. Sachant que chaque ferme a sa signature, chaque fromage a sa signature. Voilà, on trouve aussi pour l'affinage des microcoques. Hein, alors là, vous en avez bon, Micrococcus luteus, varians, voilà, des staphylocoques aussi, bien sûr, coagulase négative, donc ils ne sont pas dangereux du tout. Hein, Epidermidis, Xylosus, Ecorum, etc. etc. Bon, moi, je les connais par cœur parce que j'ai eu l'occasion de les rencontrer sur mon chemin. Et ensuite, des bactéries coriniformes d'affinage. Hein, par exemple, Brevibacterium linens, ben, vous l'avez ici sur ce fromage, hein, la croûte elle est rose, le pigment rose il est dû à cette bactérie. Hein, vous voyez, c'est une activité enzymatique. Voilà. Donc ça, sur ce fromage, on voit bien qu'il y a un cœur et une croûte. Vous voyez, donc un microbiote de croûte, un microbiote de cœur. Voilà. Et bon, le conostoc aussi que j'ai été amené à aborder, voilà, à étudier, parce qu'ils m'ont posé des problèmes dans les fromageries. Voilà. Alors là, ce sont les flores fongiques. J'ai voulu absolument les mettre parce qu'elles sont importantes. Hein, il y en a une en particulier dans le fromage de chèvre, Yarovia lipolytica, hein, qui est typique du fromage de chèvre. Et sur cette photo que vous avez là, que j'ai prise,
vous avez des très beaux Saint-Marcelin, vous voyez, avec une flore de moisissures, mais j'ai envie d'en manger. On n'en trouve pas. Moi, je suis vers Bordeaux, on n'en trouve pas, parce que la région où on mange les moisissures, c'est Lyon. Hein. À Lyon, on adore les fromages moisis. Voilà. Et moi aussi, parce que j'y habitais pas très loin pendant pas mal d'années, donc j'ai eu la chance d'avoir des fromages à croûte à Pongic. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le fromage? C'est un milieu vivant. Au début, on a les bactéries lactiques qui vont acidifier le milieu hein, en produisant de l'acide lactique à partir du lactose. Donc ça, c'est la courbe en marron, vous voyez. Le but, c'est d'arriver à baisser le pH. Hein, et chaque fromage a un pH cible que l'on veut atteindre. Voilà. Si on est en dessous ou au-dessus, c'est qu'il y a un souci, un problème. Donc on peut contrôler facilement le pH d'un fromage pour savoir si on a eu une bonne fermentation. Une fois que la fermentation lactique a été faite, eh bien on arrive dans l'affinage. Et là, vous voyez, ce sont les courbes en bleu, en rose et en vert, vous voyez, où les bactéries d'affinage se réveillent. Hein, vous voyez, elles atteignent des populations enfin, vous voyez, de quelques millions, hein, parfois même milliards par gramme. Et ces bactéries vont, par leurs enzymes, hein, les enzymes extracellulaires ou intracellulaires quand elles vont mourir, quand elles vont lider, eh bien, vont transformer les caséines en peptides et en acides amylés. Et bien sûr, en molécules olfactives, aromatiques, sapides. Pareil pour le gras. Hein. Les triglycérides vont être transformés en acides gras libres et les acides gras libres vont être transformés en molécules aromatiques. Mais ça, on le verra plus tard. Alors, cette diapo est importante parce que je vous ai mis à gauche un fromage au lait pasteurisé et à droite un fromage au lait cru. Et vous voyez, j'ai pris les mêmes classes de micro-organismes, bactéries lactiques, bactéries non lactiques, levures et moisissures. D'un côté, j'ai 6 espèces au total, voilà, qui se sont développées. Et de l'autre côté, j'ai 29 espèces au total hein, qui se sont développées. Et les barres verticales en vert, c'est les barres du goût, donc l'intensité du goût. On voit bien que le fromage au lait cru aura plus de goût, aura plus de molécules aromatiques et plus d'intensité et de diversité sensorielle que le fromage au lait pasteurisé. C'est ce qui fait la grosse différence entre les laits pasteurisés et les laits au lait cru. C'est pour ça que les consommateurs le recherchent, c'est le goût. Et l'autre, on va le voir tout à l'heure, c'est la partie microbienne. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que cette diversité microbienne, elle a été classée en bactéries dominantes, bactéries sous-dominantes et bactéries mineures. Alors, pourquoi je vous ai amené cette notion? C'est parce que une publication de 2025, de février, toute récente, qui m'a vraiment fait plaisir, ça m'a rendu joyeux, une publication italienne, très très bien faite, avec une équipe de recherche sur les fromages au lait cru italiens. Et ils vont montrer dans leur publication que les bactéries dominantes ne se retrouveront pas dans le côlon, dans le microbiote intestinal de l'humain. Par contre, des bactéries qui étaient mineures dans le fromage vont se retrouver en très grand nombre, on appelle ça en fréquence ou en, j'ai oublié le nom, peu importe, en proportion très élevée dans le côlon. On verra ça plus tard. Donc, après ingestion par le consommateur, ce sont les bactéries mineures qui ont été retrouvées dans le côlon par analyse fécale. Donc, c'est très difficile de faire des analyses chez l'homme parce qu'on ne peut pas, comme ça, aller dans son intestin grêle et côlon, aller faire des prélèvements. On ne peut pas. Donc, vous voyez, on prend les matières fécales. Voilà. Et là, avec des méthodes donc métagénomiques, donc avec l'exploration de l'ADN, on est capable de typer, de caractériser les bactéries, et c'est ce qu'ils ont fait. Voilà. Et les bactéries mineures deviennent
dominante dans l'intestin, dans le côlon. On verra ça en détail après. Voilà, donc que deviennent ces 100 milliards de bactéries ou micro-organismes du fromage dans une portion de fromage, hein, qu'est-ce que ça devient chez le consommateur? Eh bien voilà, donc à gauche, vous avez le tractus digestif, alors l'estomac, hein, très peu de bactéries par gramme, le duodénum, c'est l'intestin grêle bien sûr, le jéjunum, vous voyez, là on est à 10 puissance 5, 10 puissance 8 pour le jéjunum iléon, et puis on arrive dans le côlon. Donc l'intestin grêle, c'est à peu près 5 mètres de long, et le côlon, c'est à peu près 1,50 m de long. Dans le côlon, vous voyez, on a 12 zéros derrière le 1 et puis 14 zéros derrière le 1. Donc, vous voyez, on est à des milliards de bactéries par gramme. Donc, quand on parle de microbiote intestinal, on parle surtout du côlon. Mais souvent, ce que je reproche dans les études, ce n'est pas précisé. Même dans les vidéos que vous voyez sur YouTube, ce n'est pas précisé. Ils devraient le dire quand les chercheurs parlent du côlon, du microbiote. Ils devraient dire, je vais vous parler du microbiote de l'intestin grêle ou celui du côlon. Mais c'est souvent le côlon. Alors, on le voit donc en haut, à droite, vous avez 3 courbes hein, près du fromage, une courbe en rouge, une courbe en vert et une courbe en rose pâle. Eh bien, ce sont les bactéries du fromage dominantes, sous-dominantes et mineures. Ben, qu'est-ce qu'elles deviennent? Elles vont être ingérées, elles vont être mangées vivantes, hein, voilà. Elles vont être transférées, puis vont s'adapter à l'intestin, et il va y avoir une espèce de cohabitation avec le microbiote colique. Elles ne vont pas le remplacer, parce que si vous voulez, les bactéries du microbiote colique sont dans une sorte de biofilm, donc une communauté, des communautés dans des matières vous voyez, plutôt gluantes, vous voyez, dans les biofilms. Et elles sont difficiles à déloger. Donc, les bactéries qui viennent comme ça de l'extérieur ne vont pas forcément s'installer durablement, mais elles vont s'installer de façon provisoire et persistante. Voilà. Surtout si vous mangez du fromage tous les jours. Moi, comme je en mange tous les jours, j'entretiens une flore, un microbiote transitoire voilà, qui a des effets. Voilà. Et il faut que je masque parce que j'ai un petit attendez, il faut que je fasse quelque chose parce que là j'ai un problème. Est-ce que j'arriverai à le faire? Non, bon, tant pis. Il faudra que je fasse travailler ma mémoire. Eh bien, ces bactéries qui sont dans le côlon, hein, on va dire un microbiote numéro 2, on va dire, hein, en cohabitation avec le microbiote originel, eh bien, vont avoir des activités enzymatiques au bénéfice de l'autre, au bénéfice de l'homme. Hein. Notamment, elles vont favoriser la production d'acides gras à courte chaîne, hein. La production de vitamines et également la production de molécules antioxydantes comme par exemple le glutathion. Voilà, donc on va explorer la suite. Donc c'est toujours le même schéma, hein, avec à gauche le tractus digestif. Et puis là, j'ai fait un zoom sur ce que font les bactéries. Alors, il se trouve que les chercheurs, dans cette étude donc, italienne, de façon à être plus précis, ils ont suivi une bactérie du fromage et savoir où est-ce qu'elle allait aller et est-ce qu'on la retrouvait dans le côlon. Cette bactérie en question, c'est Hafnia paralvei. Alors, moi, j'ai beaucoup connu Hafnia alvei. Hein, les gens du métier connaissent. Hein, c'est une bactérie commensale, on la retrouve un peu partout, et dans les fromages, bien sûr. Et ce n'est pas une bactérie, en l'occurrence, ce n'était pas une bactérie autochtone de l'intestin hein, humain. Et donc, ils ont suivi cette souche
Et ils ont vu qu'elle était capable d'exprimer 45 gènes codants pour les enzymes. Donc, vous voyez, elle va avoir une activité enzymatique locale dans le côlon. Et par exemple, j'ai pris un exemple, eh bien, il y a un gène codant pour une production de glutathion, qui est un antioxydant puissant. Alors, antioxydant, ça veut dire quoi? Antioxydant, ça veut dire que votre corps, par son fonctionnement, produit des radicaux libres. Les radicaux libres, c'est en présence d'oxygène, c'est une espèce d'oxydation. Et ces molécules de radicaux libres sont délétères, même certaines sont cytotoxiques. Hein, ça peut abîmer l'ADN, ça peut abîmer l'ADN des entérocytes, par exemple, des colonocytes en l'occurrence. Alors, quels sont les autres métabolites exprimés par AFNIA par alvéole, donc l'activité enzymatique dans le côlon, en l'occurrence? Eh bien, cette bactérie est capable aussi de faire la biosynthèse des acides aminés comme la L-cystéine, j'ai oublié un S, c'est pas cystéine, c'est cystéine, hein, c'est un acide aminé soufré, et L-arginine, oui, j'ai fait une petite faute. Alors, également la biosynthèse de glycérophospholipides. Alors, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que quand vous mangez des bactéries, vous mangez des phospholipides. Alors, phospholipides, vous savez de quoi ils parlent? Eh bien, les phospholipides, ce sont des lipides complexes, et ils sont très intéressants parce qu'ils rentrent dans la membrane de nos cellules. Hein, par exemple, la gaine de myéline, hein, dans le cerveau, hein, qui tapisse les axones, hein, donc ces fils qui relient les neurones. Eh bien, cette gaine de myéline, elle est constituée de ces phospholipides complexes. Hein. Et donc, les bactéries vont être une source de phospholipides intéressante par leur membrane qui en est faite. Et on va aussi trouver des dérivés d'oligopeptides, donc des acides aminés de 2 à 20 acides aminés. Voilà. Alors, j'ai repris une phrase du document parce que j'ai trouvé ça, moi, ça m'a enchanté, cette publication. J'ai repris la phrase. Alors, ces résultats apportent des preuves que les bactéries ingérées par les fromages au lait cru peuvent accroître efficacement le métabolisme intestinal humain. Ça, c'est donc l'auteur principal, Christian Milan, en février 2025, qui dit ça. Hein. Et quand on parle d'activité métabolique, bon, c'est ce que j'ai montré avant, hein, toutes ces productions de molécules. Et on verra la prochaine fois les molécules bioactives qui viennent directement du fromage. Hein, je ferai un chapitre à part. Alors, il faut toujours se poser la question, mais ces bactéries, ces 100 milliards de bactéries que vous mangez dans une portion de fromage, c'est très bien, mais elles arrivent dans la bouche. Bon, là, ça va, l'acidité est bonne, l'œsophage, puis elles tombent dans l'estomac. L'estomac, c'est un milieu très hostile, très acide, hein, avec de l'acide chlorhydrique. On est dans des pH de 2, de 3, même entre 1 et 2. Hein. Donc, les bactéries, elles n'aiment pas trop ça. Mais comme les bactéries lactiques, elles ont déjà été habituées à la présence d'acide lactique, bon, on peut dire qu'elles sont un peu plus résistantes peut-être que les bactéries que vous mangez dans des cachets de prébiotiques. Après, ensuite, ces bactéries, elles arrivent dans l'intestin, et bien dans l'intestin, il y a des sécrétions biliaires. Hein, le foie va sécréter la bile. Donc ça, c'est agressif pour les bactéries. Et pareil, le liquide pancréatique, une portion d'intestin, c'est pareil. Les bactéries vont être un petit peu agressées. Voilà. Et bien sûr, il va falloir qu'elle fasse quand elles seront devant les bactéries déjà installées dans l'intestin grêle, eh bien, là, c'est pareil, il y aura une concurrence, hein, on appelle ça une concurrence. Et enfin, elles arriveront après 5 mètres plus 1 mètre 50 dans le côlon pour, à nouveau, retrouver du stress, c'est-à-dire des bactéries implantées dans un microbiote qui ne va pas aimer du tout que d'autres viennent s'installer. Mais elles y arrivent, hein, elles arrivent à s'installer. Voilà. De manière transitoire. Donc ça veut dire que si vous mangez du fromage très souvent, eh bien vous avez on peut dire un microbiote numéro 2. Hein. Voilà. Alors, des chercheurs ont affirmé que les bactéries du fromage pouvaient faire ce parcours du combattant dans le tractus gastro-intestinal parce qu'elles étaient dans une matrice
protéique et une matrice grasse qui les protégeait des stress intestinaux. Voilà. Hein, c'est un peu comme quand vous prenez des gélules, eh bien, la gélule protège les cellules bactériennes. Hein, la gélule va fondre dans l'intestin, voilà, et libérer ces bactéries ou les médicaments. Ben là, c'est pareil, la matrice protéique et grasse du fromage est une protection. Voilà. Donc, si on compare les bactéries du fromage et les bactéries en poudre dans les gélules, vous savez, on est à peu près au même niveau. Hein, voilà. On peut estimer qu'il y aura une bonne partie des bactéries qui arriveront dans le côlon. Alors, c'est vrai que quand on regarde la liste des bactéries que j'ai montrées tout à l'heure, eh bien, on s'aperçoit que c'est quoi les probiotiques? Probiotiques, ça veut dire propice à la vie, favorable à la vie. Donc, ce sont des bactéries qui, ingérées vivantes en grand nombre, apportent un bénéfice à l'hôte. Hein, c'est pour ça que quand vous avez des diarrhées ou certaines maladies, le médecin va vous donner des probiotiques, hein, donc des bactéries en fait que vous allez manger. Alors, ces bactéries, que vous mangez, soit elles sont dans des gélules, bon, là ça va, mais quand elles sont en poudre, les pauvres bactéries, je les plains, parce que de la poudre arrivée dans un estomac bourré d'acide chlorhydrique, elles ne vont pas aimer. Hein. Voilà. Alors, on s'est quand même posé la question, dans les fromages et dans les probiotiques, on a les mêmes noms de genre et d'espèces, mais il ne faut pas dire que les bactéries du fromage sont des probiotiques. Elles n'ont pas le droit à cette appellation qu'on appelle une allégation. Pour avoir cette allégation, il faut qu'une bactérie ait subi des procédures, des protocoles d'études, notamment pour la sécurité de l'homme. Et une fois que cette bactérie a suivi ce protocole de test, elle va avoir un numéro d'agrément, un numéro d'allégation probiotique. Par exemple, je vous ai mis Lactobacillus plantarum R1012. Ben voilà, cette bactérie-là, elle a été testée et on sait qu'elle a le statut de probiotique. Les fromages n'ont pas le statut de probiotique. Hein. Voilà. On peut, alors il y a plein d'études qui ont été récentes ou anciennes où les chercheurs ont rajouté des bactéries probiotiques au fromage. Et ça, c'est très intéressant parce qu'on les retrouve, notamment chez une étude du cheddar, on les retrouve très facilement dans l'intestin parce qu'elles ont été bien choisies. Et là, bien sûr, elles vont amener des bénéfices à l'hôte, donc à l'homme. Alors, c'était un peu la conclusion de cette partie-là, pour vous dire qu'une fois de plus, que le fromage est l'aliment le plus riche en biodiversité microbienne et ingérée vivante. Voilà. Donc, dans le fromage, voilà, dans le fromage, qu'est-ce qu'elles font, ces bactéries? Eh bien, elles fermentent, bien sûr, hein, le lactose pour produire l'acide lactique, et elles vont assurer une bonne conservation au fromage, et également une activité bactériostatique, c'est-à-dire qu'elles vont s'opposer à tout intrus qui pourrait venir perturber cet écosystème. Voilà, elles vont aussi, bien sûr, et ça on le verra en détail, produire des nouvelles molécules qu'on appelle molécules bioactives, en particulier les peptides bioactifs qui ont été très, très étudiés. Alors, je vous en donne un comme ça au passage, parce que je l'ai découvert l'année dernière. Ce sont des peptides satiétogènes, c'est-à-dire que dans les fromages, vous avez des peptides, donc des petites molécules, hein, 2 ou 3 ou 4 acides aminés ou 5 acides aminés, qui vous donnent une sensation de faim, une sensation d'avoir bien mangé, hein, donc satiété. Voilà. Donc vous coupez la faim, au contraire. Voilà. Et puis, un rappel hein, de ce que je viens de dire, eh bien, l'ingestion des bactéries vivantes sur le microbe intestinal qui donne une colonisation transitoire. Voilà, donc un microbiote bis, on va dire. Voilà. Alors, un autre élément hyper important de l'affinage, c'est que les caséines vont être, ces grosses molécules de caséine, sont des molécules avec, de mémoire, 300 acides aminés, donc c'est immense. Eh bien, ces caséines vont être découpées en petits morceaux
par les enzymes des bactéries. Donc c'est pour ça que je parle de caséine prédigérée. Voilà. Ensuite, bien sûr, le plus important pour les consommateurs, c'est le goût. Eh bien, à partir de la digestion, de la transformation des caséines et des matières grasses, on va avoir une production de à peu près 600, voire même 900 molécules aromatiques, hein, qui feront l'odeur, le goût, les saveurs. Voilà. Les arômes, excusez-moi. Voilà, c'est un rappel, hein, quand on mange du fromage, on mange des bactéries vivantes et des levures également vivantes et champignons. Voilà. Et pour vous dire que quand on mange du fromage, eh bien, on est sûr d'avoir consommé des aliments bactériens. Et il y a un programme international de préservation des bactéries intestinales qui a commencé en Suisse. C'est-à-dire qu'on a dans des congélateurs suisses, les chercheurs du monde entier envoient des bactéries du microbiote pour les conserver. Parce qu'ils ont peur que dans l'avenir, vu nos modes de vie, il y a certaines espèces qui disparaissent. Voilà. Et bien, je peux vous dire que avec les fromages au lait cru, vous serez à l'abri de ce genre d'aventure. Hein, parce que les bactéries du fromage, on le verra tout à l'heure, elles viennent de l'environnement global. Hein. Alors, je vous parle beaucoup de bactéries de levure, mais à quoi ça ressemble, hein, de vue de près? Alors voilà, au microscope, en haut à gauche, vous avez une cellule bactérienne, hein, de forme bacille, avec une membrane, hein, voilà, et à l'intérieur, un ADN, hein, qui est libre, qui n'a pas de paroi, hein, qui n'est pas protégé par une paroi, donc ce sont des prokaryotes. Et donc, cet ADN, bah, c'est le génome de la bactérie. Et par exemple, je vous ai fait sur la droite, je vous ai montré comment les bactéries vont pouvoir produire des enzymes, soit des peptidases, donc pour découper les peptides, soit des aminopeptidases pour découper les acides aminés pour faire du goût. Et pareil pour les enzymes décarboxylases pour découper les acides aminés qui vont finir en molécules volatiles, arômes et odeurs. Alors comment ça se passe? Eh bien, vous avez, je vous ai fait montrer une coque, vous voyez, que j'ai ouvert en deux. Hein, on voit la coque avec la membrane, la paroi de la bactérie. On voit l'ADN, vous voyez, ce sont ces petites boules, hein, de couleur. Et sur cet ADN, eh bien, on va avoir un gène qui va coder pour un ARN messager. Et, ouais, c'est les molécules là, en rouge, en espèce de tire-bouchon en rouge. Voilà, cette molécule d'ARN, elle va rentrer dans le ribosome, hein, ça se passe dans la cellule. Et de ce ribosome, grâce à l'ARN, on va avoir une protéine qu'on a du mal à voir, mais qui est au bout du ciseau, là, enfin, au niveau du ciseau, on va avoir une chaîne de protéines. Et cette protéine, elle va être découpée par des protéases, des enzymes capables de découper la matière et de faire du goût. Voilà. Comme je vais parler des levures, il faut bien que je les montre. Donc à gauche, en haut et à gauche, vous avez une coupe de levure avec à l'intérieur les organites cellulaires. Puis sur la droite, Geotrichum candidum, qu'on appelle aussi dans notre jargon l'oïdium. Hein. Toutes ces et sur la droite également les fameux pinceaux des balais donc de moisissures avec des spores, parce qu'ils se reproduisent comme ça, les moisissures, par des spores et des sporanges, et des conidies. Et on parle aussi de filaments mycéliens, bien sûr. Et tous ces organismes, que ce soit levure à gauche et à droite, les champignons, produisent des enzymes, et ces enzymes, bien sûr, vont participer à la genèse du goût, hein, saveur, odeur, arôme. Alors ces bactéries, elles étaient là bien avant l'homme. Hein. La Terre, à l'époque, c'était une boule
vous voyez, avec du silence, beaucoup de silence. Il y avait pas encore d'animaux, mais les seuls organismes unicellulaires, donc une seule cellule, ce sont les bactéries qui sont arrivées en premier. Voilà. Et même si l'homme disparaît un jour, ce qui peut arriver hein, avec une grande guerre, eh bien, les bactéries resteront là. Et ces bactéries, elles sont là tout le temps. Elles sont sur les feuilles, dans les champs, dans l'air, sur nous, en nous. Elles ont colonisé l'homme. Hein. Voilà, elles ont colonisé l'homme et elles ont envahi notre peau, nos narines, nos poumons et notre tube digestif. Bon, un rappel pour parler des 3 microbiotes du fromage, hein, la pâte, les bactéries dans la pâte et en surface, les levures sur la croûte et les moisissures sur la croûte. Bon, à part l'exception des bleus, hein, où il y a des moisissures à l'intérieur, mais c'est un peu à part. Eh bien, ces dizaines d'espèces de microbiotes vont fournir des kyrielles d'enzymes, hein, avec des noms savants, bien sûr, je vous le dis pas. Et ce sont donc ces ciseaux biologiques qui vont découper la matière pour faire du goût et pour faire aussi des molécules bioactives, bonnes pour l'hôte. Alors, ça, j'en ai parlé, donc c'est redondant, donc je viens de le dire. Bon, ça, c'est juste pour vous montrer un fromage, ça ressemble à quoi? Eh bien, c'est une ribambelle de bactéries en coque, en bâtonnet, des levures, des moisissures, et qui vont s'activer hein, pour produire soit d'acide lactique, soit des pigments, soit de l'acidité, l'acide lactique, hein, soit une dégradation des caséines, on appelle ça la protéolyse, avec plein de molécules, hein, de nombreuses molécules de type peptide, ça on le verra après. On verra tout ça après dans une autre vidéo. Et en bas, la lipolyse, eh bien, pareil, la matière grasse va être transformée en petites molécules qui vont donner du goût ou des bénéfices santé. Voilà, alors j'y tiens aussi beaucoup à cet aspect-là, c'est quand on voit un fromage qui coule hein, à droite, là, c'est pas que du gras. Bien sûr, il y a du gras, mais c'est pas que du gras. Pourquoi il coule? C'est parce qu'il s'abandonne. Pourquoi il s'abandonne? C'est parce que dans la nuit, il y a des gens mal intentionnés qui sont venus couper l'échafaudage en bois là, que vous voyez. Et bien sûr, le matin, l'échafaudage, il s'écroule. Dans le fromage, c'est pareil. Les caséines vont être découpées par les enzymes et le fromage va s'écouler. Mais quand vous voyez cette matière qui est comme ça coulante, ce n'est pas que du gras. C'est parce que la caséine, elle a été coupée en petits morceaux. Voilà. Et c'est pour ça que le fromage s'écroule. Voilà. Mais c'est pas que du gras. Voilà. Et pour vous rappeler que les bactéries dans le fromage vont produire des nouvelles molécules qui n'existaient pas, qu'on appelle bioactives. Hein. C'est surtout à partir des caséines, hein, bêta-caséine et alpha-caséine, puis des triglycérides, que ces molécules vont apparaître. Donc c'est une genèse. Hein. Voilà. Bon, j'en ai déjà parlé, donc je vais passer. Alors, quelles sont ces fameuses molécules bioactives aux effets santé apparus pendant la fermentation lactique et l'affinage? Eh bien, les acides aminés, certains sont précurseurs de neurotransmetteurs, comme la tyrosine, le tryptophane et la glutamine. Par exemple, si la tyrosine va vous donner de la dopamine, hein, ça va vous doper le matin. Le tryptophane, au contraire, va vous donner de la sérotonine, ça va vous calmer le soir. La glutamine va donner le GABA, voilà, qui est un neurotransmetteur apaisant. Alors, il y a aussi des peptides bioactifs qui ont été très, très étudiés, ça, on les verra à part. Et ça y est, j'ai rajouté les peptides satiétogènes, donc ils vont calmer la faim. Hein. Si vous mangez un bout de fromage en début de repas, eh bien, vous allez calmer votre faim, je peux vous le dire. Voilà, surtout si c'est un fromage affiné. Et on va également trouver des molécules modifiées à partir des acides gras à courte chaîne qui ont été recombinés avec des amines. Donc on a l'oléoamide, j'arrive pas à le dire,
myristéramide. Donc, oléomine, c'est acide oléique, myristéramine, c'est l'acide myristique. Donc, à partir d'un acide gras, on obtient des molécules, et vous verrez la prochaine fois qu'elles ont des effets très intéressants, notamment sur la cognition des personnes âgées. Ce sont des études japonaises, parce que là-bas, ils ont une population qui est très vieille, donc ils s'intéressent à tout ce qui peut ralentir la dégradation cognitive. Également de la GABA, donc l'acide gamma-aminobutyrique, obtenu à partir du glutamate. C'est une molécule qu'on trouve dans les fromages, qui est antihypertensive et qui calme, qui apaise. Voilà. Et bien sûr, j'y tenais beaucoup, on va trouver les fameux acides gras linoléiques conjugués, les CLA, qu'on va trouver dans les pâturages des cives et d'alpage. Les animaux, quand ils seront à 100% au pâturage, on va pouvoir retrouver dans leur lait et dans les fromages ces fameuses molécules qui sont antitumorales et anti-angiogéniques. C'est-à-dire que l'angiogenèse, c'est la production des vaisseaux par les cellules cancéreuses. Ça a été publié, et ça c'est très vieux, c'est des études suisses, j'ai vu ça il y a 20 ans. Alors, bien sûr, il y a aussi production de vitamines dans les fromages. Il y a aussi des facteurs de croissance qui vont servir à la flore intestinale, parce qu'il y a des bactéries de l'intestin, elles ont faim, elles ont aussi besoin de vitamines, et il leur faut des acides aminés. Donc le fromage va fournir tout ça. Et puis aussi, les bactéries du fromage produisent des bactériocines. Ce sont des molécules qui vont s'opposer aux bactéries pathogènes. S'il y avait, mettons, une grosse infection du fromage par des bactéries qui donnent la diarrhée, eh bien, grâce à ces molécules bactériocines, eh bien, on va minimiser les dégâts. Voilà. Et puis, la reutérine, elle est aussi produite dans les fromages, et c'est un antifongique, donc antimicrobien. Voilà, et donc j'ai à peu près, mais ça on le verra dans un chapitre à part. Alors maintenant on peut se poser la question, mais d'où viennent toutes ces bactéries, ces levures et moisissures? Eh bien, ça vient des laits crus, ça vient des flux microbiens, donc du champ, la terre, le champ, la plante récoltée, ça va finir par passer sur la peau des trayons, la mamelle. Les aliments distribués aux animaux, on n'est pas à l'hôpital, on est dans une ferme, donc il y a du foin, il y a de l'herbe qui est manipulée, donc tout ça l'herbe, c'est bourré de bactéries, vous ne le savez pas, mais je peux vous le dire, le foin aussi, et les spores de moisissure. L'animal aussi lui-même apporte son microbiote, la traite bien sûr, d'ailleurs la bactérie qu'on a vue tout à l'heure, Afnia alvei, elle fait des biofilms dans la machine à terre. On la traite. La fromagerie, bien sûr, une fromagerie, c'est pas stérile. Ça contamine par aérocontamination, ça contamine, dans le bon sens du terme, les fromages et le matériel. Donc ça entretient une bonne flore, comme en boulangerie. C'est le même phénomène qu'en boulangerie. Voilà. Et donc, la diversité microbienne des fromages, elle est typique par fromage, par catégorie. Elle va dépendre de quoi? La catégorie. Si on a des fromages de type lactique, des pâtes molles à coups de fleuris, des pâtes molles à coups de lavé, des pâtes pressées non cuites ou des pâtes cuites, on n'aura pas les mêmes flores dans ces fromages au lait cru. Bien sûr, les conditions d'affinage vont jouer. L'hygrométrie de la cave, la température, l'aération, le renouvellement de l'air, etc. Et bien sûr, les fleurs de croûte. Il y a des fromages qu'on va frotter pour amener des fleurs spécifiques et qu'on va entretenir, donc les soins de croûte. Et bien sûr, la diversité microbienne ne sera pas la même si c'est un fromage laitier, artisanal ou fermier. Et bien sûr, la saison va influencer également beaucoup. Voilà, et là j'ai mis en détail l'origine des flores. Vous voyez, j'ai fait un inventaire assez précis, donc je ne vais pas le recommencer. En gros, c'est le champ, c'est tout ce qu'il y a à la ferme, les céréales, le foin, les animaux eux-mêmes, et puis après tout le matériel en biofilm. Le biofilm, c'est une façon pour les bactéries de se maintenir sur du matériel, que ce soit de traite ou de fromage. Voilà, donc en gros, c'est le but de cette diapo, c'est ça, c'est de dire d'où ça vient. Une étude qui a été faite en comté, une étude de flux microbiens, donc qui montre que de la terre,
les bactéries vont passer sur l'herbe, hein, donc la phytosphère, c'est ça l'herbe, avec sur les feuilles, et même il y a des bactéries endophytes qui sont capables d'être dans les végétaux eux-mêmes, hein, et des bactéries épiphytes en surface des végétaux. Et les animaux, en se couchant, vont récupérer sur les mamelles, vont récupérer ces flores. Et bien sûr, elles vont aller dans le lait cru. Et ça fera du bon comté. Voilà. Donc ça, c'est les transferts, hein, du sol à la phytosphère, du sol à l'herbe, de l'herbe au trillon, des trillons au lait de mélange, et du lait de mélange qui va être ensemencé, coagulé pour faire du fromage. Donc ça permet de montrer que le fromage, c'est vraiment un fromage local. On ne pourra pas faire le même fromage à 200 km de là, hein, ou dans un agrosystème très différent. Voilà. Voilà, donc c'était juste un résumé pour vous dire que le fromage est un aliment microbien, on l'oublie, mais dans le sens positif. On parle souvent des mauvais microbes, mais il faut quand même réhabiliter, hein. On a beaucoup plus de bons microbes que de mauvais. Et une diversité de flore qui, dans le fromage, va produire des molécules bioactives et, une fois dans l'intestin, capables de s'implanter au bénéfice de l'hôte. Voilà, et on arrive à la fin du diaporama et je vous remercie de votre attention. Dans la prochaine vidéo, je parlerai plus en détail des nouvelles molécules du fromage aux effets santé et à partir de publications scientifiques. Tout ce que je dis est sourcé, soit dans des livres, soit dans des publications, dans des grandes revues scientifiques, hein, des publications d'équipes de chercheurs, et qui ont été relues par les pairs. Voilà, je vous remercie.